Mr. Rich, Mr. de los Reyes, Mesdames et Messieurs, mes sœurs et mes frères, I'm very happy to be here today. Unfortunately, I don't speak English, so I will read my text in French and Cécile will be my English voice. Dans une intervention précédente, j'avais entrepris de questionner l'histoire du Grand Orient de France à partir de la question du genre. Ceci afin d'identifier les raisons de sa résistance à la mixité. J'avais conclu que plus que ce qui reposait plus sur une... J'avais conclu que, devenant mixte, le Grand Orient de France avait abandonné une spécificité masculine qui reposait plus sur aucune réalité sociale, mais plutôt sur une histoire ancienne devenue celle d'un rapport homme-femme dépassé. Il m'a paru intéressant d'aller plus loin aujourd'hui et d'élargir la réflexion au modèle social tout entier. Car si le Grand Orient de France a changé, c'est que la société, elle aussi, a changé. Les rapports entre les femmes et les hommes se sont transformés. Aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme en droit. Elle a acquis une totale autonomie et ne dépend plus de lui, heureusement. Son émancipation est réalisée, que ce soit au niveau de la gestion de la cité ou au niveau de la gestion de son corps, elle est désormais libre. Peut-on en déduire que le féminin a gagné ? Dans les sociétés occidentales, certainement. Car dans d'autres sociétés, la femme reste soumise, violentée et souffre toujours de nombreuses discriminations sans être protégée par les lois. Parallèlement, est-ce que le masculin a perdu ? On peut aussi répondre par l'affirmative dans le sens où une partie du monde n'appartient plus aux hommes et que la dictature de la virilité est remise en cause. Les choses sont-elles acquises ? L'histoire doit nous rendre prudents. Premièrement, parce que le féminin a encore des droits à obtenir. Et deuxièmement, parce que le modèle de souveraineté masculine, qui n'en est pas à sa première attaque, a montré sa capacité à rebondir et à ramener l'ordre dans la maison. Ceci a été particulièrement sensible après chaque révolution ou guerre perdue. L'homme n'est pas prêt à perdre ses privilèges qu'il s'est lui-même accordés. Sa stature de toute puissance bâtie sur la virilité et la force ne peut être entamée sans réagir. C'est donc à une crise de la masculinité que nous assistons aujourd'hui, avec le danger de voir réapparaître la défense du modèle ancestral de domination masculine. La question est alors de savoir comment éviter un retour en arrière et rendre pérenne une société où le rapport masculin-féminin ne s'établirait plus au profit de l'un et au détriment de l'autre. Je propose, dans ce court exposé, de donner quelques éléments de réponse. Je vous propose aussi d'évaluer le rôle qu'a pu jouer la franc-maçonnerie française et aussi au-delà de nos frontières dans ce maintien du modèle masculin dominant. A-t-elle été un frein ou a-t-elle été un support du processus de déconstruction de ce modèle ? Et puis, bien sûr, quel rôle peut-elle jouer demain pour empêcher un éventuel retour du système viriarcal, Cécile traduira bien, j'espère, comme l'appelle la philosophe Olivia Gazalet. So last time in Paris, I had questioned the history of the Grand Orient from a gender point of view.
and showed how the Grand Orient decided to admit men and women in 2010. Today, I would like to broaden the scope and to show that the Grand Orient has changed because society as a whole has changed. The relationship between men and women has been revolutionized. Women and men have equal rights. Woman is now free in her body and in the city. There is a huge gap between her status a few centuries ago and her status today. So has the male principle totally lost ground? In Western societies, at least, yes. The dictatorship of virility has almost come to an end. Yes, it's very difficult to translate viriarcal by Olivia Gazalet. So I think, well, I was thinking of something like the dictatorship of virility, right? Comes from patriarcha with viril, so virile and patriarcha, okay. Is the victory final? One should be careful. Man is not quite ready to accept he has been defeated. One witnesses a crisis in masculinity. So how to avoid going backward? I shall try to suggest answers to the question. I shall try to assess the role of Freemasonry throughout the centuries in the gradual deconstruction of the all-male pattern. Has Freemasonry encouraged or discouraged this evolution? Are we heading towards the end of the male dictatorship? La femme n'a pas toujours été dominée et discriminée. Elle a été vénérée, adorée, déifiée. Mais c'était il y a longtemps, à une époque où la magie de l'enfantement, encore inexpliquée, rendait la femme elle-même magique. Elle donnait seule la vie, ce qui relevait bien sûr du domaine des dieux. Tout change lorsque le rôle géniteur de l'homme est découvert. Dès lors, ce dernier se sent supérieur, car convaincu d'être par sa semence celui qui donne la vie. Du jour au lendemain, tout s'inverse. La femme n'est plus qu'un réceptacle, un ventre fertile, une mère terre, entièrement dépendante de l'homme. Elle perd sa magie, l'homme se gonfle d'importance et le masculin devient viril. Puissant, paternel, dominant, indispensable, géniteur unique de la descendance et transmetteur du nom. À la virilité s'ajoute l'exclusivité de la force physique et ses corollaires, bien sûr, que sont la conquête, la défense du territoire, la gestion de la cité, le commandement, la protection, les travaux pénibles. De façon symétrique, le féminin renvoie à la faiblesse, la soumission, l'impureté périodique, la sensiblerie, le maternel, l'intérieur, le foyer, le sevrage. Ainsi, les genres masculins et féminins sont définis par les caractéristiques physiques des sexes, c'est-à-dire par l'évidence naturelle. De même, les couples hommes masculins et femmes féminins sont solidement liés entre eux par la même évidence. La construction du modèle dominant se solidifie. Il devient inattaquable car légitimé par le fait de nature, c'est-à-dire, dans un certain sens, par son origine divine. Les siècles qui suivront ne feront que renforcer, défendre, développer et consolider cette légitimation naturelle de la supériorité de l'homme sur la femme. Sur la femme, mais aussi sur l'homme lui-même. Tout homme qui ne correspond pas
au mythe du héros viril, c'est-à-dire les homosexuels, les esclaves notamment, est renvoyé dans le cercle des êtres infériorisés, où se trouve déjà la femme. Là est la faille du modèle, sa faiblesse. L'homme aura éternellement la crainte et la peur de sortir du cercle des dominants et d'être déchu de sa qualité d'homme. Il est condamné à être ou à faire semblant d'être ce héros viril qu'il a lui-même construit. On retrouve cette consécration dans toutes les civilisations. Il y a une sorte d'universalité de la situation de la femme et des hommes dominés face à l'homme viril, puissant et dominateur. Situation largement soutenue par les sciences, la philosophie et les religions. C'est l'homme qui engendre l'homme, énonce Aristote, en assurant que l'enfant est contenu dans le sperme. Dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu des dieux, enfante seul la déesse Athéna, qui accréditera le fait en disant qu'elle n'a pas de mère. Dans la Genèse, Dieu crée l'homme éternel dans son paradis, l'Éden, puis à partir de là, à partir de la chair d'Adam, crée la femme, et avec elle la tentation, le péché et la chute. L'inégalité homme-femme, c'est l'arrivée de la femme qui met en péril le bonheur de l'homme et qui le rend mortel et le prive du paradis. C'est là le mythe fondateur qui légitime l'inégalité homme-femme et l'incapacité de la femme à intervenir dans les choses du monde. Dans ce modèle fermé et protégé, la femme, suprême punition, assiste docilement à la théorisation de son infériorité. Une domination, bien sûr, qui ne peut être acceptée durablement. Aussi, et c'est ça qui est important à noter et à comprendre, en même temps que s'instaure le système de domination masculine, commence sa longue et lente déconstruction. So woman has not always been discriminated against. She used to be venerated, adored, until the mystery of giving birth was dispelled. Well, the magic was dispelled at the same time as man was found to be the janitor. Men all of a sudden became all-powerful. Physical strength, conquest, the government of the city, work demanding physical strength were associated to virility. Conversely, weakness, submission, sensitivity were associated to femininity. Differences between the genders, masculinity and femininity, were defined by sexual differences, that is to say, physical differences. The domineering pattern of masculinity was justified by natural differences, and that is to say, by divine law. Men who did not meet the requirements of virility, such as homosexuals or slaves, were considered as inferior beings alongside women. Now, of course, man fears to be rejected if he does not fit the domineering pattern. This is true in all civilizations, and sciences, philosophy, religion have reinforced the pattern, from Greek philosophy to the Genesis. God created woman from man's rib. Woman's arrival jeopardized man's access to paradise. Yet, such
domination had to be rejected at some point. While the domineering pattern was constructed, it was gradually being deconstructed. So, donc, voyons la lente déconstruction du modèle masculin dominant depuis son origine. Dans le long continuum historique que constitue le règne du modèle dominant, il serait pertinent de pointer les événements qui ont participé à sa déconstruction. Ce travail serait hors d'échelle aujourd'hui. Aussi, nous bornerons-nous à deux périodes clés que furent la moitié du XVIIIe et la fin du XIXe. La moitié du XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, la philosophie des Lumières, c'est l'aube de la Révolution française. La philosophie des Lumières gagne du terrain et avec elle s'installe la nécessité d'établir un nouveau contrat social. Le triomphe de la raison, le lien de l'homme à la nature et non avec Dieu, et surtout s'installe l'explosif concept de la citoyenneté. L'être humain n'est plus le sujet d'un souverain de puissance divine, mais un citoyen libre qui doit s'administrer de façon souveraine. Les salons littéraires jouent un rôle déterminant dans la diffusion, la promotion et l'élaboration de ce qui devient une contre-pensée. Ils sont souvent tenus par des femmes, aristocrates, érudites et brillantes. Ils ont indéniablement préparé la Révolution par leur influence sur l'opinion publique. On y disait des choses à faire tomber 100 fois le tonnerre sur la maison, s'il tombait pour cela, écrivit l'encyclopédiste André Morellet. Les femmes réclament l'égalité des droits et leur émancipation de la tutelle des hommes. Brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. La personne qui a dit ça, c'est une femme, Théroigne de Méricourt. Olympe de Gouges, à la même époque, en 1791, édite la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce ne sont pas les seules femmes, plusieurs femmes avec elles réclament cette mutation du rapport homme-femme au moment de la Révolution et l'émancipation des femmes. Malgré tout, même si beaucoup d'avancées ont été faites au moment de la Révolution sur le rapport homme-femme, cette violente révolution du modèle social ne l'est que par l'appel à des transformations sociales et économiques. Elle ne l'est pas par la critique du mythe fondateur dont on a parlé tout à l'heure. On assiste plus à la mise en cause du modèle normatif de l'hégémonie masculine que du masculin proprement dit. Dans le même temps, dans le secret des loges, les frères, pour l'essentiel des aristocrates, proches du pouvoir ou l'exerçant eux-mêmes, évoquent les idéaux du moment et travaillent à la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. La maçonnerie se fait politique à l'approche de la Révolution. Pour ses frères, l'exercice du pouvoir s'envisage toujours sans les femmes. Ils peuvent imaginer un bouleversement sociétal, mais pas un bouleversement du modèle dominant. Et ce n'est pas chez Jean-Jacques Rousseau qu'ils trouveront la contradiction, puisque lui affirmait que la femme était totalement soumise à l'homme et que c'était dans l'ordre de la nature. Encore une fois, la contestation viendra des femmes. Elles veulent être initiées aux arcanes de la maçonnerie et l'habitude de travailler en mixité dans les salons dont nous parlions les y pousse. La création des loges d'adoption, et ça c'est un moment très important de cette période du XVIIIe siècle, ces loges d'adoption vont être la première ouverture de la maçonnerie aux femmes.
est la première fissure dans le modèle masculin dominant. Ce n'est pas pour autant une maçonnerie de deuxième niveau où l'on initie au rabais. Jan Schneuk montre clairement que les rituels pratiqués dans les loges d'adoption, bien que différents de ceux utilisés dans les loges masculines, n'en sont pas moins inférieurs en qualité. Les grades puisent leur thème dans la Bible. On sait que l'impétrante joue le rôle d'Ève, mais, et c'est là quelque chose de fondamental, la faute originelle d'Ève est supprimée. La candidate est rituellement transférée au jardin d'Éden, où on ne lui interdit pas de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au contraire, on l'invite expressément à le faire. Et Jan Schneuk de conclure au sujet de cette vision d'Ève totalement hérétique aux yeux de l'Église, bien qu'il y eût des racines plongeant solidement dans la tradition chrétienne et biblique, ce rituel fut sans doute influencé par les Lumières et fut même féministe avant la lettre. Ainsi, pour la première fois, la femme n'est plus associée à la faute. En accédant à la connaissance du bien et du mal, elle devient capable de discernement et d'autonomie, ce qui lui apprend à se voir comme l'égale de tous et non comme un docile sujet de domination. La femme devient libre, elle se libère du péché originel et de ses conséquences. La subversivité du rituel d'adoption est un apport essentiel à l'émancipation des femmes. Dans ce sens, la maçonnerie d'adoption apporte à la déconstruction du modèle dominant un complément intellectuel et porte une première attaque au cœur du modèle en ce qu'elle montre que les inégalités ne sont plus fondées religieusement. La femme peut être l'égale de l'homme et c'est ce qu'elle réclame. Malheureusement, les journées sanglantes de la Révolution mettent un coup d'arrêt à cette démarche émancipatrice. Non par antiféminisme, bien que la bourgeoisie soit assez réactionnaire à ce sujet, même au moment de la Révolution, mais simplement par le fait qu'en décimant la noblesse et en ordonnant la fermeture des clubs, la Convention provoque la disparition des loges. Néanmoins, à la fin de la Révolution, les avancées en faveur de l'émancipation des femmes sont considérables. La femme acquiert véritablement le statut de citoyenne et d'individu libre et autonome. Vis-à-vis de l'extérieur de France, les deux spécificités françaises que furent les salons et les loges d'adoption expliquent en partie certaines différences avec l'Angleterre. Alors que les femmes et les hommes se côtoient et rivalisent d'esprit dans les salons parisiens, les hommes s'enferment pour deviser entre eux dans les clubs à Londres. Quand en France, les hommes et les femmes travaillent ensemble dans les loges d'adoption, les femmes sont interdites d'initiation en Angleterre. Quand le système viriarcal est atteint en France, il est renforcé de l'autre côté de la Manche. Il y a certainement là une des racines de la précocité des mouvements féministes dans les pays anglo-saxons et la faiblesse de la maçonnerie féminine dans ces mêmes pays. Right, so this is about the slow deconstruction of male domination. It is impossible here to discuss all the evolutions from time immemorial, or to take into account all the scientific and philosophical incentives to evolutions. So we shall concentrate on two periods, the second half of the 18th century and the end of the 19th century. So first, the second half of the 18th century. In 18th century France, the salons were very active together with the lodges of adoption. Enlightenment philosophy prevailed at the outset of the French Revolution. Reason was extolled. The relationship
between man and nature prevailed over the relationship between man and God. Human beings were no longer considered as subjects, but as citizens. The salons were chaired by clever women, aristocrats who claimed rights for women and emancipation from men's rules. Olympe de Gouges, in 1791, went as far as claiming women's emancipation and freedom for the slaves and divorce. Yet, the French Revolution brought about social and economic changes, but did not dispel the original myth of male domination. So Freemasonry at the time was involved in promoting parliamentary monarchy before the revolution. However, this was more the case in the French lodges of adoption. The rituals, which were very well studied by Jan Snoek, used by women, were not inferior in quality to those used by men. They liberated women from the original flaw. Woman was freed, or sisters were freed, from the original guilt and all its consequences. Thus, the ritual of the lodges of adoption contributed to deconstructing the myth of male domination. Women, thanks to the French Revolution, became full-fledged citizens. So there were real differences between the French and the British context. In Britain, there were no salons, no lodges of adoption. Perhaps this accounts for the fact that feminist movements emerged earlier in Britain and in the States than in France, while female lodges never cut any ice in Britain and the States. Maintenant, la fin du XIXe siècle. Après la Révolution, les lumières vont s'éteindre et une longue nuit va tomber sur la déconstruction du modèle dominant. L'ordre revient et avec lui la restauration du modèle hégémonique un moment ébranlé. Les femmes perdent tous les acquis de la Révolution et se retrouvent de nouveau sous la coupe des hommes, comme dans le Code Napoléon, par exemple. En 1803, le Conseil d'État déplore que la Révolution ait donné aux femmes de mauvaises habitudes et qu'elles aient ruiné l'autorité du mari. La noblesse d'empire remplace la noblesse de sang et la maçonnerie, à l'image de la société, devient bourgeoise et militaire. Les loges d'adoption reprennent vie, mais les travaux ne sont plus les mêmes. Les sœurs deviennent spectatrices de leur destin plutôt qu'actrices. L'adoption est désormais consignée dans la pratique de la bienfaisance et de la charité. Avec le retour de la royauté, les femmes perdent encore plus de terrain. Elles sont renvoyées dans leur domaine naturel, entre guillemets, le foyer. Pour Portalis, rédacteur du Code civil, la soumission des épouses ne doit pas être entendue comme un fait politique, mais comme leur vraie nature. On y revient, c'est toujours la nature qui détermine les choses. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la nature. Pour Louis de Bonald, monarchiste et catholique, il va encore plus loin puisqu'il dit que la femme est le sujet de l'homme, détenteur de la légitimité du pouvoir. Le frère Proudhon, membre du Grand Orient de France, affiche un antiféminisme hyperbolique. Et Jules Michelet, il n'était pas franc-maçon, mais pas loin, tente dans son Histoire de la Révolution française de minimiser l'importance des figures féminines de 89. Elle ne trouve grâce à ses yeux que sur un point, celui d'être rassurantes dans leur fonction maternelle et leur aptitude au dévouement et à la pitié. La science vient également au secours du modèle masculin dominant.
en discréditant les premières féministes. Pour le psychiatre guillois, Olympe de Gouges est frappée d'une paranoïa réformatrice et d'une hystérie révolutionnaire. Elle est, comme toutes les femmes qui ont pris une part active à la Révolution, déséquilibrée et dénaturée. Après la Commune de Paris, les idées sociales qui l'ont fait se lever vont nourrir les mouvements socialistes et anarchistes, ainsi qu'un mouvement féministe revendicatif qui ne cessera de progresser et de se faire entendre à travers les voix de femmes souvent franc-maçonnes, comme Maria de Rhem, Madeleine Pelletier, Louise Michel. À la fin du siècle, les coups de butoir des mouvements féministes provoquent des fissures irréversibles dans le modèle dominant. Les vagues du féminisme se sont formées et le submergeront. Dans ce bouillonnement social, comment se comporte la maçonnerie? Le Grand Orient de France, majoritaire, embourgeoisé, prend sa part dans la progression sociale. Les idées du frère Proudhon sont relayées. Les frères Gambetta, Ferry, Combes et bien d'autres gouvernent la Troisième République. Ils réorganisent la société, la socialisent, la laïcisent, mais oublient l'émancipation des femmes. Les loges doivent rester masculines. À pouvoir masculin, loge masculine. Les frères s'estiment toujours capables de penser seuls l'avenir de tous. Le système viriarcal est consciemment ou inconsciemment très bien défendu. Parallèlement, quelques frères progressistes de la Grande Loge symbolique écossaise fondent, comme vous le savez bien sûr, avec Maria de Rhem et d'autres, le droit humain, une obédience mixte qui, elle, est en totale adéquation avec les mouvements féministes. Ainsi, jusqu'à la Première Guerre mondiale, la franc-maçonnerie aura deux effets contraires par rapport à la déconstruction du système viriarcal. D'un côté, elle sera un frein par la position conservatrice du Grand Orient de France, bien qu'ils fassent progresser la société. Mais ils font progresser la société sans déconstruire le modèle viriarcal. C'est en ça qu'ils sont un frein. Et d'un autre côté, la Grande Loge, donc, par la création de la Grande Loge du droit humain, un dynamiseur de la mutation sociale. À l'extérieur des frontières, ce n'est qu'en 1850 qu'aux États-Unis s'ouvrent les premières loges d'adoption. Nous en avons beaucoup parlé avec Rob Morris et l'Eastern Star. D'inspiration française, ces loges abandonneront en 1877 leur filiation et leur esprit d'origine. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que les loges du droit humain se créent aux États-Unis et en Angleterre dans le sillage de leurs sœurs françaises. Elles auront dans chaque pays des fortunes diverses en fonction des personnalités qui auront œuvré à leur développement. Mais dans les deux cas, elles ne seront pas reconnues par la maçonnerie masculine. Dans ces deux pays, la déconstruction du modèle masculin dominant se passe ailleurs. So, the late 19th century. After the French Revolution, Enlightenment values were on the wane. The Napoleon Code brought an end to women's emancipation and to the rights they had obtained. The lodges of adoption were few and far between, and only devoted to charity. They were no longer places of emancipation. With the restoration of monarchy, women definitely lost ground. Portalis, a Freemason, and the author of the Civil Code, stated that the inferior status of wives was perfectly natural.
Brother Proudhon totally opposed women's emancipation. Michelet, the famous historian of the French Revolution, minimized the role of women during the French Revolution. And Olympe de Gouges was discarded as an unnatural woman and a fool. With the Paris Commune, socialist, anarchist movements developed, enhancing the role of women. The first feminists came to the fore with Maria de Rheims, Madeleine Pelletier, Louise Michel. The Grand Orient was not a great promoter of women's rights at the time. During the Third Republic, brothers Ferry, Combes, Gambetta advocated the separation of the church and of the state, brought about social progress, but totally forgot women. Women were left out of the picture. While Maria de Rheims and Georges Martin founded co-masonry, thus promoting the emancipation of women, the Grand Orient de France, or Grande Loge de France, clearly lagged behind. In the United States, Rob Morris founded the Eastern Star in the 1850s. The first lodges of co-masonry appeared in Britain and the States in the early 20th century only, but they were considered as clandestine. So the deconstruction of the male domination took place elsewhere, not in the lodges. Now, the gender revolution. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, commence la révolution des genres. La science montre que le sexe et le genre sont dissociés, ce qui veut dire que les genres masculin et féminin ne sont plus déterminés par la nature. Des intellectuels comme Simone de Beauvoir montrent que le genre non seulement n'est plus déterminé par la nature, mais en plus est une construction sociale, donc contextuelle, donc évolutive. Et plus récemment encore, la sociologie, avec Judith Butler, une sociologue américaine, permet d'avancer que le genre, pris comme un processus social, précède le sexe et en façonne sa signification sociale. Le genre, dit-elle, n'a pas de support physique. Autrement dit, si le genre n'existait pas, le sexe serait dénué de toute signification sociale et ne serait plus perçu que comme un élément physique comme un autre, comme le nez, les oreilles, la bouche. La révolution des genres est à l'origine d'une nouvelle contre-culture qui rejette les certitudes causales de la nature et désigne la pensée dominante comme responsable des inégalités entre les sexes. Plus rien ne justifie les représentations favorisant le masculin sur le féminin. La porte est donc ouverte à la transformation et les mouvements sociaux, notamment féministes, s'engouffrent pour combattre le modèle masculin dominant. Après l'acquisition de ses droits et de son émancipation de toute tutelle masculine, la femme, à ce moment-là, acquiert le droit à disposer elle-même de son corps et de sa vie familiale. La société rattrape, enfin, les avancées perdues de 1789. Face à cette mutation, la position des obédiences est diverse. Les obédiences masculines, en dehors de quelques voix, comme celle de Henri Caillavet ou celle de Pierre Simon, restent en retrait sur la question du féminisme et totalement absentes sur la question du genre. Le droit humain se replie sur son histoire. Seule la Grande Loge féminine de France, dans les années 70,
se positionne sur une ligne féministe militante. En 2010, le Grand Orient de France est brutalement mis en face de la question du genre. Ma transidentité, acceptée après bien des difficultés, le fait devenir mixte, entre autres, pas que moi. Même si la mixité était en discussion depuis des années, il ne s'agissait jusque-là que de discuter de l'entrée des femmes dans l'obédience, pas du féminin. C'était une vision sexuée de l'évolution de l'obédience. Avec mon histoire, c'est le genre qui rentre au Grand Orient de France, et ce dernier découvre avec retard que la révolution des genres est en train de se faire sans lui, et qu'une fois encore, il est en décalage sur ces questions-là avec la réalité sociale. Il est aujourd'hui confronté, comme la société tout entière, à la crise du masculin, mais avec un impact encore plus violent que dans la société profane, du fait de son hermétisme à la chose féminine depuis le XVIIIe siècle. So, the gender revolution. Now, the gender revolution started at the end of World War II. Sex and gender are no longer associated. The masculine and feminine genders are no longer determined by nature, but by society only. Simone de Beauvoir showed that gender was a social construct. Sociology has proved that gender has proved that gender as a social process trumps sex. Sex is devoid of any social significance, contrary to gender. If gender did not exist, sex would be considered as a mere physical characteristic, just as the nose, the ear, the mouth. The gender revolution has fostered a new form of counterculture, rejecting the notion of natural equality and identifying the dominant culture as responsible for discrimination between the sexes. Woman has now recovered some of the rights she obtained with the French Revolution. And what about Freemasonry? Male Grand Lodges, apart from a few exceptions, such as Henri Caillavet and Pierre Simon, who really promoted women's emancipation in France through several laws, have totally ignored the gender issue. Le droit humain, which used to fight for women's emancipation, does not really care about gender. The Grande Loge Féminine de France indeed supported the feminist cause in the 70s. In 2010, the Grand Orient was suddenly confronted to gender issues. While the admission of women had been debated before, I am Olivia's voice, remember, my trans identity actually brought the case of gender to the fore. The Grand Orient is still debating gender issues and being confronted to the crisis of masculinity, as Masons, since the 18th century, had lost the habit of admitting women. Pour conclure, la déconstruction du système viriarcal n'est pas encore achevée. Elle a néanmoins déjà créé une profonde mutation sociale.
le rapport homme-femme est totalement bouleversé avec comme conséquence l'apparition de ce qu'on vient d'appeler la crise du masculin. L'homme, en devenant l'égal de la femme, a perdu sa supériorité. Ses caractéristiques physiques ne légitiment plus en rien son autorité et sa mainmise sur la gestion de la cité. Sa virilité est affaiblie par les avancées scientifiques. On peut faire des enfants sans lui. L'homosexuel n'est plus un être inférieur. Il a les mêmes droits. Il est reconnu à égalité, peut se marier avec un autre homme. Le héros viril dont on parlait au début est aujourd'hui menacé. Et fait nouveau, ce n'est pas la femme qui apparaît comme responsable de cette crise. Le coupable entre guillemets, se désigne tout seul, c'est l'homme lui-même. Il a provoqué cette crise en construisant et en imposant un système basé sur un mythe, celui de la virilité. La crise du masculin, tant qu'elle existe, est-elle un mal? Je pense que non. Au contraire, elle peut favoriser une prise de conscience et par là même une reconstruction des rapports hommes-femmes sur de nouvelles bases à partir desquelles des êtres, peu importe leur sexe, pourront faire société. Une société masculine et féminine, mais une société désexualisée. C'est ce que j'appelle de mes vœux, bien sûr. À condition, bien sûr, que l'homme accepte définitivement, et c'est peut-être ça qui sera le plus dur, qu'il accepte de perdre ses privilèges et donc de s'émanciper de la représentation contraignante du masculin qu'il s'est lui-même donnée. Peut-il y parvenir seul? Il n'est pas difficile de répondre par la négative. La construction d'un nouveau modèle de société se fait à deux. Ce sont les hommes et les femmes ensemble qui doivent penser leur avenir pour éviter de retomber dans l'ornière du passé, c'est-à-dire celle d'un modèle construit au profit exclusif de l'un et aux dépens de l'autre. So to conclude, the dictatorship of virility has not totally collapsed. Yet, the relationship between men and women has totally changed. A crisis of masculinity has now emerged. Scientific discoveries have undermined the myth of virility. Homosexuals are no longer considered as inferior. The virile hero is threatened. Yet, what is new is that woman is no longer held responsible for the crisis of male identity. Man himself is responsible for the downfall of the dictatorship of virility, as it was a myth. Is it a bad thing? No. The relationship between men and women can be, should be reconstructed on new values and not on sex. Society should no longer be run by sex. Yet, man must accept to give up his privileges. A new society can only be reconstructed both by men and women. And the pitfalls of the past, the domination of one sex by another, should be avoided. So, men and women unite. Merci beaucoup, Olivia. We have time for questions. And thank you, Sister. I'm going to introduce a question comment. Do you feel that
there is something missing. I call to attention Morris's use of female figures so prominently. And it's obvious that he played with them. He changed their identities during the course of the degree development. He found evidently that the Greek myths that he knew very well did not fit his constituency as he tried to expand its outgrowth in the Masonic family. Do you think that this might have been an amendment to the degree work that Morris might inadvertently or deliberately wanted to insert in the ritual life of Masonry these women who are prototypes because they extend way back into history? Would it be your personal observation that the Masonry as we experienced it in the male lodges somehow lacked what Morris tried to insert? Oui. Non, redis-moi un peu Alors, là-dessus. parce que est-ce que tu penses que finalement Morris aurait pu oublier certains aspects dans le rite écossais et que le fait d'avoir inséré ces 5 personnages dans l'Eastern Star, ça pourrait pas être une façon de compenser ce manque? Et est-ce qu'au fond, peut-être qu'il n'aurait pas voulu un peu amender le rituel masculin en proposant ces personnages féminins qui sont hérités de la mythologie grecque? Tout à fait possible, bien sûr. Je pense que on ne fait pas les choses innocemment et que Rob Morris, s'il l'a fait, avait peut-être dans la tête déjà une future lecture différente des choses. La sagesse souvent est de ce, quand on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas encore faire quelque chose, c'est de donner les éléments pour que ça puisse être fait plus tard. Je pense, dans le même ordre d'idée, à la sagesse des frères du Grand Orient de France, quand ils n'ont pas inscrit dans la Constitution que le Grand Orient était masculin. C'était donner les conditions pour que plus tard ça puisse se réaliser. C'est peut-être ce que Rob Morris a imaginé. Do you want a translation? Yes? Okay. So she says it might well be. And actually, sometimes you feel that men or women who are wise, but who cannot act immediately, make decisions which do not have an immediate effect, but which open the door for future changes. And so maybe Morris had in mind amending the Scottish Rite someday or giving this possibility. But she says it was the same in Grand Orient, because when the Grand Orient failed to write in its constitution that it was an all-male organization, maybe it wasn't a failure, but it was sort of provision for something to happen in the future and to allow, well, the change of 2010. There has been a discussion for many decades of what is needed or what might be needed to perfect the rights. And I think there are some generalizations that are not true. One of them is that Morris simply wanted to create something for the ladies. I think that's very demeaning, and I know of no authority that can sustain that as the whole explanation for this phenomenon. I think that is often used for things like the Holy Royal Arch and the cryptic and so on, that somehow or other this is perfecting the degree, but it's not used with the Eastern Star. A Royal Arch Mason might say that these degrees help to perfect the ritual ladder, but I never hear somebody saying
that the Eastern Star perfects the ritual ladder, although Morris went to great efforts to include men. You can't have a meeting of a chapter unless some of us are also present, albeit in a less of a role. So perhaps in the historiography of this, we have been misleading people as to what the intention of this effort was. And since from the start, it was open to men. Now, the Grange representative said, well, from the start, we were open to women. Well, there's a duplicity in this language because it implies that you can go and wash the dishes and I'll give you a little bobble. And we are going to create some higher degrees to perfect the ritual. Maybe we ought to go back and view this as an effort to introduce these archetypes into the craft and to complete the ritual. And maybe of course, this is an intuitive thing. This is something you either feel or you don't. But maybe the ritual as it now stands lacks something that Morris wanted to insert. Alors Paul pense que c'est un peu injuste de considérer que l'Eastern Star a juste été mise en place pour consoler les femmes comme une sorte de maçonnerie annexe, etc. Et on n'a jamais dit, comme par exemple pour le Royal Arch en Angleterre, on dit que le Royal Arch c'est un degré qui a complété les autres degrés, par exemple. Et on n'a jamais dit que l'Eastern Star avait été mise en place pour compléter le rituel, le rite écossais. Or, est-ce qu'on ne pourrait pas penser quand même que Morris avait en tête de combler un manque dans le rite écossais et de proposer avec ces 5 personnages un complément, mais au rituel des hommes. Parce que, effectivement, ce qui était important, c'est que Morris a insisté pour que des hommes participent à l'Eastern Star, donc aux côtés des femmes, parce que les femmes n'auraient jamais pu se réunir de toute façon sans la présence d'hommes, donc de frères, à l'Eastern Star. J'aimerais être dans la tête de Rob Morris pour répondre. That's right. Only Morris could answer that question. Paul? Yeah, I had one of the things I thought was interesting was Annie Pond, who is the secretary, grand secretary of the Order of the Eastern Star in New York, talked about the thesauruses. Talked about? It's called the thesauruses of the Ancient and Honorable Order of the Eastern Star, as collected and assembled and arranged by the committee, adopted in 1793. And in this, they give a lot of credit to the French system for women, and even goes as far to credit Napoleon, and the acronym of FATAL for the Order of the Eastern Star. Do you know much about that? Il faut que tu me traduises, pardon. Est-ce que tu sais ça? Sinon, je pourrais essayer de répondre un peu. Donc, elle a trouvé dans un rapport d'une grande secrétaire de l'Eastern Star une allusion au fait qu'effectivement, ce rituel était emprunté à un rituel d'adoption français. Oui. Là, je préfère que tu répondes. Ma connaissance du rituel n'est pas assez grande. I think you're quite right. I mean, I found personally a letter from Morris originally saying that he was indebted to the French right of adoption. And then in 1877, all of a sudden he said that no, he was not indebted to it at all. He had invented it all. But I think that, you know, I mean, it's obvious that the inspiration came from France, and I think at some time he even quoted Guillaumin de Victor. Right, and saying that he was one of the and I inspirators. do have letters I didn't go in through That's too, interesting. but he does give credit in the French. There's that one particular thing that you're quoting from. Yeah. It's the only thing I found where he gives, where he denies this knowledge. But everything else that I have shows he's very much This is involved. precisely the question I wanted to ask you this morning, but we had no time, so I'm glad you're Right, mentioning it. right. So you did find some Right. references. to Yes, that. and
then Tu m'arrêtes also tu to m'arrêtes si that- je trompe. yeah. Mais je pense qu'au départ, les ambitions étaient beaucoup plus grandes, mais que en 1877, quand ils ont fermé la porte. Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. ouais, Bon, c'est ah, ça. d'accord, ok. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ça va. Ok. Merci, gracias. Ok. Merci.